Merci Monsieur Batoum et Madame Anine pour cette présentation. Nous avons également la chance aujourd'hui de compter parmi nous dans cet hémicycle Madame Véronique Lederman. J'ai eu l'occasion de vous écouter et de vous lire dans d'autres thématiques. Ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir aujourd'hui parmi nous. Alors vous êtes entre autres membre du comité directeur du comité de coordination des organisations juives de Belgique, accès aux soins de santé et antisémitisme, un mal à penser. Je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président, pour cette introduction. Merci aussi, messieurs et mesdames les députés, pour m'écouter et d'être présents aujourd'hui. Effectivement, la présentation que je vais faire aujourd'hui, c'est accès aux soins de santé et antisémitisme, un mal à penser, puisque qui dit pansement dit blessure. Donc, mon exposé sera le suivant. Donc, mis à part la Constitution et la préoccupation vu le contexte pandémique, je ferai un zoom sur certaines situations et après un travelling arrière, puisque je suis partie dans le vocabulaire de cinéma. Et enfin, je parlerai des maladies nauséabondes avec des remèdes différenciés pour ne pas oublier Karl Popper. L'accès aux soins de santé. Alors, c'est d'abord un droit constitutionnel. C'est l'article 23 de la Constitution. Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Et ça se décline aussi par le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé, à l'aide sociale, médicale et juridique. Ce cadre-là est fondamental et je pense qu'il faut sans cesse y revenir. Évidemment, dans un contexte de pandémie que nous connaissons depuis mars l'année dernière, c'est une préoccupation majeure du public. Vous avez mentionné que je dirige aussi le service social juif à Bruxelles, à Saint-Gilles. Il est évident qu'on voit dans nos usagers une préoccupation majeure dans les statistiques sur la santé, mais aussi les problèmes avec l'administration, puisque les administrations ont fermé et on se trouve face comme corollaire à la fracture numérique. Nous avons dépanné beaucoup de nos usagers dans des situations dramatiques parce qu'évidemment, ils n'avaient pas d'ordinateur, ne serait-ce que pour recevoir une ordonnance. Et puis l'isolement, puisque là, de confinement, déconfinement, reconfinement, déconfinement, et on espère que ça s'arrête là, ça a été très compliqué pour de très nombreuses personnes. Les intervenants précédents ont évidemment insisté aussi beaucoup là-dessus. Alors j'ai quelques exemples qui rejoignent aussi un peu ceux qui ont été mentionnés. On a eu le refus d'un médecin de soigner une malade parce qu'elle est juive, ou le refus de dentistes de soigner des patients parce qu'ils sont juifs. Là où je vais m'attarder un peu plus, c'est sur l'affaire, ce que j'appelle l'affaire du carnet rose, qui ne s'appelle plus d'ailleurs carnet rose. Je vais être très prudente dans mon intervention parce qu'il s'agit de se passer du point de vue de l'accès aux soins de santé et je ne vais pas tirer de conclusions hâtives, surtout pas. Mais qu'est-ce que c'est que le carnet rose? Alors le carnet rose a été mis en place avec la loi de 54 pour l'indemnisation des victimes de guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc ça donnait droit à des indemnisations encore plus larges et surtout l'accès à des cures de manière gratuite. Tout était régi par la loi de 1954, qui a été changée en décembre 2015 et en décembre 2016. Et donc, des conditions étaient très restrictives. Et maintenant, l'accès à ce carnet rose, qui n'est plus carnet rose et qui n'est plus dirigé par l'ENIC, mais intégré dans les missions de la CAMI, est nettement plus aisé. Pourtant, il y a un sacré lapsus dans tout ça, un sacré problème, c'est que les demandeurs du carnet rose doivent passer par une commission médicale et après une commission administrative. La commission médicale reçoit une expertise psychiatrique et une expertise psychologique. La commission médicale donne toujours un avis
positif. Après, ça passe dans une commission administrative, et là, c'est là que nous avons une diversité ou une inéquité territoriale, pour reprendre déjà il y a 10 ans une intervention de Zoé Génaud sur le problème. Il est évident que du côté francophone, depuis que la loi a changé, tous les dossiers sont acceptés. Du côté néerlandophone, on est dans une proportion ridiculement basse dans les acceptations et évidemment très haute pour les refus. Pourquoi c'est comme ça? Le fondement des uns et des autres, c'est de dire, pour les néerlandophones, il faut des preuves, des certificats médicaux depuis 1945 de manière continue, ce qui est pratiquement impossible, et donc, par manque de preuves, on refuse le dossier. A contrario, du côté français, on dit, puisque c'est impossible et que la commission médicale donne son feu vert, nous suivrons la commission médicale. Et donc, on arrive à une différence de traitement tout à fait importante de part et d'autre de la barrière linguistique. Alors, il y a une seule certitude, c'est qu'il y a de la souffrance, et aussi de la souffrance à cause de la non-reconnaissance de ces cas. Et évidemment, il y a, pour les personnes qui vivent ça, on frôle l'absurde, un frère et une sœur qui ont vécu la même vie en clandestinité pendant la Deuxième Guerre, l'un se voit reconnaître le carnet rose et l'autre pas. Donc il y a un ressenti, encore une fois, j'insiste, c'est un ressenti antisémite, mais qui est très fort chez des gens qui approchent petit à petit aussi de leur fin de vie, puisque ce sont quand même des personnes très âgées. Je vais refermer le carnet rose pour la suite de mon exposé. Alors, évidemment, si je fais un travelling arrière sur les manifestations de haine, il y a des différences entre le racisme et l'antisémitisme. Le juif ne se voit pas, sauf signe religieux extérieur. D'ailleurs, il a fallu une étoile jaune pour catégoriser et reconnaître la population juive. Alors, il y a un premier stéréotype, et là, c'est une anecdote personnelle. Le juif se reconnaît à son odeur. Un jour, ma mère, elle a épousé un non-juif, et qui, comme en France, on utilise le nom de femme mariée, s'appelait Buquet, et donc était tout à fait non suspecte, était avec une femme qui, elle, disait reconnaître une juive dans l'assistance. Et elle lui dit, non, elle n'est pas juive du tout. Et l'autre de lui répondre, mais si, moi les juifs, je les sens. Évidemment, ma mère lui a répondu, eh bien, vous devez me sentir puisque je suis juive. Fin de l'anecdote personnelle. Alors, il y a aussi des stéréotypes dans le domaine de la santé. Donc, c'est le juif médecin puisqu'il n'est pas avocat, et c'est le juif qui ne veut être soigné que par le juif. Et puis, tous ces stéréotypes qui ont déjà été évoqués dans cet hémicycle la semaine dernière par d'autres personnes, comme la richesse, le pouvoir, le secret, le complot judéo-maçonnique, et j'en passe. Alors, tout ça, puisqu'on est dans le domaine de la santé, il y a des maladies qui sont quand même assez nauséabondes, et il y a quand même des différences assez fortes, et, pardon, j'ai fait un peu vite, et quand on parle de racisme et d'antisémitisme, ce sont des maladies nauséabondes. La représentation physique, comme pouvant établir un signe de reconnaissance du juif. On vient de dire qu'il ne se voit pas, mais justement, il faut lui trouver des différences physiques, comme le nez crochu, il est laid, il a le dos courbé parce qu'il a des sacs d'or sur le dos, ou il a les doigts crochus. Mais toute cette imagerie, elle n'est pas si ancienne que ça. Si vous vous rappelez, en 2017, dans la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, le Parti des Républicains avait fait une imagerie très proche de tous ces stéréotypes anciens. Et puis, je voudrais dire aussi que le nouvel antisémitisme passe par aussi un antisionisme qu'il faut démonter, et en particulier quand on parle de santé. Et dans l'esprit de la Bible, il y a l'obligation d'aider, évidemment, la femme ou la veuve et l'orphelin, mais aussi l'étranger, et de lui donner du pain. Et donc, ça, c'est très, très important. Et puis, il y a aussi le caractère sacré de la santé. Par exemple,
À chaque fois qu'il y a des tremblements de terre dans le monde, les Israéliens sont les premiers à demander à pouvoir être sur le terrain pour sauver des vies. Et je donne aussi un autre exemple, par exemple Teva, qui est le premier groupe mondial en matière de médicaments génériques. Et enfin, je parle aussi évidemment de la dernière expérience en matière de vaccination, où Israël a été montré comme exemple dans le monde entier. Alors, comment déstructurer les stéréotypes? Il est évident qu'il faut, et là aussi ça a été dit la semaine dernière, il faut dialoguer dès le plus jeune âge. Communiquer. Le rôle de l'éducation est fondamental. Dans l'institution que je dirige, nous avons une école des devoirs. Saint-Gilles est une commune kaléidoscope et c'est magnifique de voir toute cette jeunesse qui vient travailler. Ils ont été très malheureux quand ils n'ont pas pu venir à l'école des devoirs. Mais aussi, un jour, il s'est passé une merveilleuse rencontre. Nous avons, tous les ans, le goûter des enfants des Haumes. Les enfants des Haumes, c'est les enfants qui sont qui sont retrouvés après la guerre, sans parents, ou avec un seul des parents, mais pas en état de s'occuper d'eux. Et je voulais vous dire que seulement 10% des enfants ont retrouvé 2 de leurs parents. Les autres étaient soit orphelins, soit avec un seul. Et donc, il y avait le goûter des Haumes, et l'école des devoirs commençait. Et tout d'un coup, les enfants ont envahi le goûter des Haumes. Alors, maintenant, c'est les enfants de 1945, évidemment, ce sont des personnes très âgées. Mais ça a été une magnifique rencontre, parce qu'ils ont voulu tout savoir, comment c'était d'être cachés, etc. Et ça a été un moment magnifique. Donc, je pense qu'on peut créer des ponts en se parlant, ça me paraît évident. Et pourtant, il ne faut pas faire d'amalgame. Le racisme et l'antisémitisme, c'est une même souffrance. Mes prédécesseurs de l'UNIAL ont insisté sur toute cette souffrance que nous portons les uns et les autres. Il y a des convergences dans les luttes, mais il y a quand même des remèdes à affiner en fonction des situations. Et, quelques pistes. D'abord, prenez toujours le retour à la règle. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est notre point d'ancrage. En matière de constitution, la constitution est la défense de la dignité humaine. J'ai commencé par ça, mais c'est la clé de voûte de l'État et pour chaque citoyen. Donc revenons aux fondamentaux. Le serment d'Hippocrate, puisqu'il y a des médecins qui refusent de soigner des personnes parce qu'elles sont juives ou parce qu'elles sont de couleur ou parce qu'elles ont les yeux bridés, eh bien, il faut revenir aux fondamentaux. Et je cite en une partie du serment d'Hippocrate, « Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination, selon leur état ou leur conviction. » Et donc, je pense, puisqu'on essaye de trouver des pistes par rapport à nos travaux aujourd'hui, c'est de redonner du sens à ces actes fondamentaux en opposition à la faune des réseaux sociaux. Et puis surtout, ne pas oublier Karl Popper, pour maintenir une société tolérante, la société doit être intolérante à l'intolérance. Et je vous ai mis le petit dessin avec ce paradoxe donc, de la tolérance qui veut dire qu'il ne faut pas tolérer l'intolérance. Merci pour votre attention et prenez soin de vous. Le virus n'est pas parti. Voilà. Merci Madame Lederman. Je vais continuer le tour avec Madame Lederman. Je vous cède la parole. Merci Monsieur le Président. Alors, il y avait des questions sur le carnet rose et en particulier les chiffres. Alors, c'est un problème qui est ancien, puisque j'ai mentionné Zoé Génaud qui avait interrogé le ministre de Crème déjà en 2011. Là, on avait des chiffres très précis. Sur la partie francophone, sur 65 décisions rendues, il y avait 47 octrois et 18 rejets, donc ça fait 10 ans maintenant. Et sur la partie néerlandophone, il y avait 14 décisions rendues, 3 octrois et 11 rejets. Mais tout ça est très ancien, ce problème, puisque c'est lié d'abord à une interprétation de la loi. Aujourd'hui, ce qu'il en est, je n'ai pas les derniers chiffres, mais par contre, il y a 4 cas qui sont refusés du côté de la commission néerlandophone. Et il y a un monsieur qui a décidé de poursuivre, de faire un recours et d'aller jusqu'au Conseil d'État. Il a pris une avocate.
Et alors, il y a une explication aussi, parce que ça stagne pour l'instant, on est dans une sorte de statu quo. Et en fait, j'ai appris ce matin que le commissaire rapporteur venait juste d'être nommé. Il n'y en a pas eu pendant 2 ans, donc forcément, ça n'a pas bougé. Et du fait du Covid, les travaux ne reprendront qu'en septembre. Et donc, la personne qui a décidé d'aller en Conseil d'État attend la dernière notification de la décision. Mais je crois avoir cru comprendre que l'avocate allait mettre une date limite de péremption et que s'il n'y avait pas de réponse rapidement, elle allait quand même aller au Conseil d'État très vite. Ça, c'est pour les données sur le carnet rose. Et juste, je voulais dire quelque chose parce que je crois que c'est sur l'outreaching. Et il y a un projet qui nous tient, et là c'est ma casquette service social juif, il y a un projet qui a été lancé par la Fédération des services sociaux, dont je suis administratrice, le projet ALCOVE, et donc agir localement pour contrer le virus. Et là, on veut atteindre un maillage intense pour justement, bon évidemment ça vise par rapport au virus, mais il y a un travail important à faire en termes de maillage général par rapport à la santé, à une meilleure compréhension de toutes les instructions. Et nous, on a accueilli une RAC, donc un relais d'action de quartier. Et bon, ça prend du temps, mais les petites graines sont en train d'être semées dans la région Saint-Gilles. Voilà, ça c'était mes réponses. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Lederman.